Imaginez la situation. Vous avez passé les 30 derniers jours à envoyer, je sais pas, une cinquantaine de CV. Ouais, le parcours classique. Voilà, vous avez épluché toutes les annonces possibles en ligne et vous voulez désespérément travailler. Mhm. Mais bon, coup du sort, vous avez dû prendre en charge un parent malade. Ce qui fait que, si une entreprise vous appelle demain matin pour commencer, vous devrez leur demander un délai de 3 semaines pour vous organiser. Aïe. Et là, c'est le piège. C'est ça. Parce que, intuitivement, vous êtes au chômage, n'est-ce pas? Vous cherchez activement, vous n'avez pas de salaire. Eh bien, pour les statistiques officielles de votre gouvernement, félicitations, vous n'êtes pas un chômeur. Ah oui, c'est fou, vous n'existez tout simplement pas dans cette catégorie. C'est dingue. C'est le paradoxe statistique par excellence. Et c'est souvent là que la réalité vécue par les individus se heurte de plein fouet à la rigidité des instruments de mesure économique, en fait. Absolument. Ce qui semble être un état de fait évident au quotidien, c'est en réalité une construction millimétrée. Et c'est précisément ce décalage qu'on va explorer aujourd'hui dans notre analyse. L'objectif ici, c'est pas de faire un simple lexique ennuyeux, mais bien de déconstruire cette mécanique. Tout à fait. Pourquoi le chômage est-il si difficile à mesurer? Comment les institutions façonnent-elles ces chiffres? Vaste question. Pour structurer cette réflexion, on s'appuie aujourd'hui sur un cadre pédagogique vraiment excellent, tiré des notes de l'enseignant Fethini Ahmed, issu de sa chaîne YouTube Pour réussir en économie. Ouais, une super ressource. Vraiment, c'est dédié à l'enseignement clair et accessible de l'économie et ça nous donne une grille de lecture parfaite pour comprendre comment les macroéconomistes modélisent ce phénomène. Et c'est un point de départ essentiel pour le coup, parce qu'avant même de débattre des solutions politiques ou des crises mondiales, il faut comprendre l'architecture de la donnée. C'est clair. Le chômage, c'est pas un état d'âme, c'est un filtre très exclusif qui décide qui compte et qui ne compte pas dans l'équation de la force de travail d'une nation. Alors justement, regardons ce filtre de plus près. La première grande fracture qu'opèrent les économistes, c'est de séparer la population totale en deux blocs immenses. Les actifs d'un côté, les inactifs de l'autre. Mhm. Dans les notes de Fethini Ahmed, il y a un exemple canonique. D'un côté, une professeure, disons Nadia, qui exerce son métier. Ok, De l'autre, Farid, un jeune diplômé qui cherche un poste. Jusque-là, facile, les deux sont dans la population dite active. L'une est occupée, l'autre cherche à l'être. exactement, oui. Mais il y a un troisième profil, celui de Badis, un étudiant en terminale, qui me pose vraiment question. Les modèles classiques placent un étudiant dans la case des inactifs au même titre qu'un retraité de 85 ans. C'est vrai que ça peut surprendre. Bah oui, c'est pas une aberration conceptuelle, ça. L'étudiant, il est en train d'accumuler du capital humain, il se prépare à entrer sur le marché avec une valeur ajoutée. Ouais, je comprends. Pourquoi le traiter comme quelqu'un qui a définitivement quitté le système? Je comprends tout à fait la frustration intellectuelle. Mais en fait, il faut regarder ça à travers la lorgnette du marché à l'instant T. D'accord. La science économique ne nie absolument pas que l'étudiant investit dans son futur. Mais le marché du travail, c'est un marché de disponibilité immédiate. Ah, la disponibilité. Voilà. Si une entreprise a besoin de faire tourner une machine aujourd'hui, le capital humain futur de l'étudiant, ça lui sert à rien. C'est pragmatique, quoi. Très pragmatique. L'inactivité au sens économique, c'est pas de la paresse. C'est simplement l'absence d'offre de travail sur le marché à ce moment précis. Le retraité a retiré son offre et l'étudiant ne l'a pas encore soumise. Ok, donc l'étudiant n'est pas sur l'étagère des ressources disponibles, ce qui nous ramène à celui qui y est, mais que personne ne choisit, le fameux vrai chômeur. Le fameux, oui. Et là, le Bureau international du travail, le BIT, impose 3 conditions cumulatives qui sont, franchement, d'une sévérité absolue. C'est très strict. Il faut être sans travail rémunéré. Bon, ça c'est une évidence. Mais il faut aussi être disponible dans les 15 jours et chercher activement depuis au moins 1 mois. Je reviens à mon exemple du tout début. Cette règle des 15 jours, elle me fascine. Ouais. Pourquoi cette urgence absolue? Qu'est-ce que ça exclut comme réalité moderne? Ça exclut énormément de monde en fait. Et c'est tout le cœur du débat autour de ce qu'on appelle le halo du chômage. Le halo, oui. La règle des 15 jours, elle a été pensée pour une économie industrielle classique. L'idée du BIT, c'était vraiment de créer un standard mondial. Pour pouvoir comparer les pays entre eux. Exactement. Pour comparer le taux de chômage du Japon avec celui de la France ou du Brésil, il fallait une norme stricte, froide, presque binaire. D'accord. La disponibilité sous 15 jours garantit que la personne fait véritablement pression sur le marché. Si vous n'êtes pas disponible avant 1 mois parce que vous faites une transition freelance ou que vous gardez un enfant, vous ne concurrencez pas immédiatement les autres candidats. Ah, je vois.
Vous ne tirez donc pas les salaires vers le bas. Pour l'économiste, vous êtes temporairement hors siège. Mais c'est là que ça devient pervers, non? Pensez à la troisième condition, la recherche active. Oui, alors là, Si une personne cherche pendant des mois, ne trouve rien, déprime complètement et décide d'arrêter d'envoyer des CV pendant, disons, quelques semaines juste pour souffler. ce qui est humainement précompréhensible. Totalement. Eh bien, elle bascule statistiquement dans l'inactivité. Et l'État peut alors se féliciter d'une baisse du nombre de chômeurs, alors que la situation sociale s'est en réalité empirée, puisque la personne a simplement abandonné. Absolument. C'est exactement le phénomène des travailleurs découragés. Et c'est la limite évidente d'une lecture purement mathématique. C'est terrifiant quand on y pense. Quand le taux de chômage baisse, la toute première question qu'un analyste doit se poser, c'est est-ce parce que les entreprises ont embauché ou est-ce parce que les chômeurs ont renoncé et sont sortis des radars du BIT? Ce qui prouve bien que les mots ont un pouvoir immense sur notre perception. Et en parlant de mots, il y a un piège linguistique majeur dans ce domaine abordé par notre source. Une sorte d'illusion d'optique qu'on subit tous. Oula, je vois très bien de quoi vous parlez. Quand je vais sur un site internet, je regarde les offres d'emploi publiées par les entreprises. Et moi, pauvre candidat, j'envoie une demande. C'est ça. Mais dans les documents macroéconomiques qu'on analyse, c'est l'inverse total. Comment on a pu créer une telle dissonance entre le langage courant et la théorie économique abstrue? C'est fascinant, hein? C'est parce que dans la vie de tous les jours, nous percevons l'emploi comme un bien social, une sorte de privilège qu'une entreprise nous octroie. Oui, on a l'impression de quémander un peu. Exactement, on lui demande l'autorisation de travailler. Mais le modèle économique, lui, il est froidement transactionnel. Il s'intéresse pas du tout au statut social, il s'intéresse à la ressource. Ok. Et quelle est la ressource échangée? C'est le temps, l'énergie physique, la matière grise. Et qui possède cette ressource? C'est l'individu. Donc, intrinsèquement, vous êtes le fournisseur de la matière première. C'est vous, l'offre de travail. Donc je suis le vendeur de mes propres capacités? C'est ça. Et l'entreprise, pour produire ses biens ou ses services, elle a besoin d'acheter ses capacités. Elle est le client. Elle représente la demande de travail. C'est limpide vu comme ça. Du coup, le chômage, dépouillé de toute son émotion, n'est qu'un simple excédent de stock. C'est le moment où la quantité de travail offerte par les individus dépasse la quantité de travail demandée par les employeurs. C'est une vraie gymnastique mentale, mais une fois acquise, ça change complètement la perspective. Totalement. Et pour mesurer ce déséquilibre, jetons un œil aux données réelles de l'enseignant Fetini Ahmed, avec l'exemple de la Tunisie en 2020. C'est un cas d'étude hyper parlant. Oui, les chiffres sont très clairs. On y dénombrait une population active d'environ 4,1 millions de personnes, 4158,5 milliers pour être exact. Sur ce total, 676,6 milliers étaient officiellement considérés comme chômeurs. Le calcul donne un taux de chômage de 16,27%. Voilà. La majorité des gens s'arrêtent à ce pourcentage. Mais ce qui me frappe, c'est pas seulement ce 16%, c'est ce qu'il implique pour la majorité silencieuse, le fameux taux d'occupation. Oui, c'est le reflet dans le miroir. Si environ 16% des actifs sont au chômage, ça signifie mécaniquement que près de 84% ont un emploi. C'est ça le taux d'occupation. 84%, oui. Mais il faut aller un peu plus loin dans la lecture de ces chiffres. Ces 84% d'occupés portent, d'une certaine manière, le poids économique de toute la nation. Justement, parce que ce fameux taux de 16%, il ne s'applique qu'aux actifs. Mais si on prend de la hauteur, qu'en est-il du taux d'activité global? Ah, la vraie question. C'est-à-dire la part de la population totale, y compris les enfants, les retraités, les étudiants, qui est réellement sur le marché. Ça, c'est le chiffre le plus stratégique à long terme. Le taux d'activité, il vous donne vraiment le pouls de la mobilisation d'un pays. Comment ça? Vous pouvez avoir un taux de chômage très bas, mais si votre taux d'activité est seulement de, disons, 40%, ça signifie que moins de la moitié de votre population en âge de travailler participe à l'effort production. Et le reste est inactif. Voilà. Et ça, c'est un poids énorme sur les systèmes de sécurité sociale ou de retraite. En analysant la Tunisie ou n'importe quel autre pays, la vraie question de fond, c'est arrive-t-on à intégrer une large partie de la population dans cette boucle de l'activité active? C'est vrai que vu sous cet angle, ce chiffre de 16% et quelques, aussi précis soit-il, ça reste une moyenne écrasante. Et une moyenne, par définition, c'est fait pour lisser les aspérités. Absolument. Or, perdre son travail parce que l'économie s'effondre, ça n'a rien à voir avec le fait de démissionner pour aller chercher un meilleur salaire ailleurs. Rien à voir du tout. C'est là que la typologie devient fascinante dans notre source. Il existe 3 visages distincts du chômage. Oui. Commençons par le premier, le plus bénin d'une certaine façon,
le chômage frictionnel. Moi, j'aime beaucoup visualiser ça comme la salle d'embarquement d'un aéroport. Ah, j'adore cette métaphore. Allez-y, développez-la. Eh bien, vous avez quitté votre point d'origine, votre ancien emploi. Vous avez rendu votre badge, tout ça, Ok. mais vous n'êtes pas encore arrivé à destination, c'est-à-dire votre nouveau poste. Vous êtes dans ce no man's land, en transit. Vous êtes assis dans la salle d'attente avec un café hors de prix. Très imagé. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas en détresse, vous attendez juste que l'avion de votre prochaine opportunité soit prêt pour l'embarquement. Il y a juste un délai incompressible entre l'offre et la demande. C'est parfait la salle d'embarquement parce qu'elle illustre bien l'intentionnalité. Le chômage frictionnel, il est très souvent volontaire. C'est le temps de chercher, quoi. C'est ça. C'est le temps nécessaire pour que l'information circule sur un marché qui n'est jamais parfait, ni instantané. C'est un jeune qui prend 2 mois après son diplôme pour trouver l'entreprise qui correspond exactement à ses ambitions. Ou quelqu'un qui déménage, par exemple. D'accord. En fait, un certain taux de chômage frictionnel n'est pas du tout un signe de maladie économique, c'est même le signe d'un marché qui respire. Un marché où les gens ont suffisamment confiance pour quitter un emploi médiocre et chercher mieux. La friction est saine, donc. Mais bon, l'avion zénit par décoller. En principe. Le vrai problème, c'est quand les avions sont cloués au sol. Et c'est notre deuxième visage, le chômage conjoncturel. Son nom dit tout. Il suit la conjoncture, les cycles du fameux PIB. Exactement. Dans les données fournies sur la Tunisie, c'est hyper net. Entre 2011 et 2012, ou 2015 et 2019, lors des pics de croissance, le chômage baissait. Mécaniquement, oui. Mais il y a un truc que je me demande toujours. Pourquoi la réaction est si brutale ? Pourquoi, lorsque la demande globale baisse, les entreprises préfèrent-elles licencier massivement plutôt que, par exemple, de réduire uniformément un peu les salaires ou les prix pour passer la tempête ? Ah, alors là, vous touchez au concept de la rigidité des salaires. C'est un des grands piliers de l'analyse keynésienne. Rigidité des salaires, d'accord. Dans la réalité, vous ne pouvez pas baisser les salaires de 10% du jour au lendemain. C'est pas possible. Il y a des contrats, il y a des syndicats, il y a un salaire minimum légal. Et tout simplement, l'impact psychologique dévastateur sur la motivation des équipes. Ça casserait l'ambiance, c'est sûr. Les salaires sont, comme on dit, rigides à la baisse. Donc quand les carnets de commandes se vident, parce que les ménages ne consomment plus, l'entreprise ne peut pas ajuster ses coûts par le prix du travail, elle l'ajuste par la quantité de travail. Je comprends. Elle coupe dans les effectifs. Donc, le travailleur devient la variable d'ajustement face à une crise de la demande. C'est super violent. Très violent, oui. Mais bon, il y a un espoir avec le conjoncturel. Quand la croissance revient, théoriquement, les emplois reviennent avec elle. La mécanique s'inverse. Théoriquement, oui. Une politique de relance budgétaire ou monétaire peut, en temps normal, résorber ce type de chômage. Sauf que ce n'est absolument pas le cas pour le troisième visage. Et c'est celui qui donne des sueurs froides à tous les gouvernements du monde. Le chômage structurel. Le plus redoutable. Celui-là, c'est pas une question de météo économique, c'est une question de tectonique des plaques. C'est l'inadéquation totale et chronique entre les compétences de l'offre et les besoins de la demande. Exactement. Et là, l'analyse pointe un paradoxe majeur. Ce type de chômage frappe de plein fouet les jeunes diplômés. Et oui. Attendez, c'est absurde, hein ? Quelqu'un qui sort tout juste du système éducatif devrait avoir le logiciel le plus à jour, non ? Comment on peut être structurellement inadapté le jour même de sa remise de diplôme ? C'est très simple en fait. C'est parce que le temps de l'académie n'est pas le temps du marché. C'est-à-dire ? Concevoir un cursus universitaire, le faire valider par l'État, former des étudiants pendant 3 à 5 ans, c'est un cycle super long. C'est clair. Et pendant ces 5 ans, l'économie a déjà complètement muté. Du coup, vous vous retrouvez avec des milliers de diplômés brillants dans des secteurs traditionnels ou administratifs qui sont totalement saturés, alors que les entreprises, elles, s'arrachent les cheveux pour recruter, je sais pas, des ingénieurs en cybersécurité ou des techniciens en énergie renouvelable. Ouch ! L'étudiant a le bon niveau, il est intelligent, mais il s'est préparé pour un monde qui n'existe plus sous cette forme. C'est ce qu'on appelle l'inadéquation qualitative. Le diplôme n'est donc plus une garantie absolue, c'est devenu une sorte de pari sur l'avenir de l'industrie ? Malheureusement, oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui accélère cette obsolescence ? Le cours de M. Fettini Ahmed pointe le progrès technique comme coupable principal. J'imagine très bien la scène. Une usine installe des bras robotisés de nouvelle génération. Du jour au lendemain, des centaines d'ouvriers spécialisés perdent leur poste. Exactement. Et ces ouvriers ne peuvent pas juste traverser la rue et postuler comme programmeurs de ces mêmes robots. Le fossé des compétences est infranchissable à court terme. C'est la fameuse destruction créatrice de l'innovation. La technologie détruit les anciens métiers bien plus vite que le système social ne parvient à reconvertir les travailleurs. C'est implacable. Et l'analyse va même plus loin en soulevant une autre cause, souvent sujette à de vifs débats, les facteurs institutionnels. Ah, le terrain miné des politiques de l'emploi.
On parle de quoi exactement? Du salaire minimum, entre autres, oui. Il s'agit d'un équilibre qui est extrêmement délicat. Mhm. L'objectif d'un salaire minimum ou d'indemnité de licenciement élevée, il est noble. C'est de protéger le travailleur de la précarité et de garantir un niveau de vie décent. Aucun économiste sérieux ne remet en cause le besoin d'un filet de sécurité, évidemment. Bien sûr. Cependant, d'un point de vue purement mécanique, ces règles créent une rigidité. Si le coût d'embauche ou de licenciement est perçu comme trop lourd ou risqué, une entreprise peut hésiter à créer un poste, préférant automatiser ou repousser son investissement. D'accord. Cela peut, dans certains contextes très spécifiques, verrouiller les portes du marché pour les profils les moins qualifiés. C'est un vrai dilemme, à la fois moral et économique. On veut protéger ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise, mais ce faisant, on crée peut-être une barrière à l'entrée pour ceux qui sont bloqués à l'extérieur. C'est le paradoxe des institutions de protection, tout à fait. C'est complexe. Et c'est toute la nuance que permet de saisir l'approche économique. Le chômage structurel, c'est pas une simple panne de moteur qu'on repart en injectant de l'argent public pour stimuler la consommation. Ouais. Vous aurez beau distribuer des chèques de relance pour que les gens achètent des biens, si vos chômeurs sont des ouvriers du textile et que l'économie demande des développeurs de logiciels, la relance ne créera aucun emploi national. Ça créera juste des importations. Ou de l'inflation. Soigner un mal structurel, ça demande des années. Il faut réformer la formation professionnelle, encourager la mobilité géographique, repenser l'orientation des lycées, etc. Ce qui me fascine dans ce parcours qu'on vient de faire, c'est de voir comment la compréhension intime de ces concepts change vraiment notre regard sur le monde. Ceux qui nous écoutent le savent bien, l'économie est partout. Partout, oui. On est parti d'une définition rigide, presque frustrante, du BIT avec ses fameux 15 jours de disponibilité. On a fait la gymnastique d'inverser l'offre et la demande pour comprendre que notre temps est une marchandise. C'est ça. Et on a découpé ce bloc uniforme qu'est le taux chômage en 3 réalités. La salle d'embarquement frictionnelle, la tempête conjoncturelle et la fracture structurelle des compétences. Et c'est cette granularité qui donne le pouvoir de lire entre les lignes. Absolument. La prochaine fois qu'un responsable politique promettra de faire baisser le chômage, la réaction immédiate de notre audience devrait être de demander de quel chômage parlez-vous et avec quel levier, car les solutions, comme on l'a vu, sont aussi différentes que les causes. C'est tellement vrai. Mais avant de clôturer cette analyse, je veux revenir sur cette fameuse fracture structurelle et particulièrement sur l'impact du progrès technique que vous avez détaillé. Allez-y. On a parlé de la robotisation des usines. Mais aujourd'hui, la vague qui nous arrive dessus ne vise pas la force physique. Elle vise la force cognitive. Je parle bien sûr de la fulgurance de l'intelligence artificielle générative. Ah oui, c'est un choc technologique d'une ampleur inédite, car il touche des secteurs qui se pensaient jusque-là totalement protégés. La programmation, la rédaction, le droit, l'analyse financière. Et c'est là que la perspective donne vraiment le vertige. Si l'IA est capable d'apprendre et d'évoluer à un rythme exponentiel, bien plus vite que ne pourra jamais le faire n'importe quel système de reconversion professionnelle humain, Ouais. ne risquons-nous pas de voir le chômage structurel cesser d'être une simple transition longue pour devenir une réalité permanente? C'est une vraie crainte. Peut-être que le défi de demain ne consistera plus à chercher désespérément à réadapter les compétences humaines au marché. Peut-être que cette révolution technologique nous obligera in fine à revoir de fond en comble cette ligne de fracture entre la population active et la population inactive. Ce serait un changement de paradigme total. Et si l'avenir consistait à déconnecter l'utilité sociale d'un individu de sa seule employabilité économique? C'est une réflexion gigantesque pour les années à venir qui dépasse de très loin les simples calculs du BIT. Voilà de quoi nourrir vos pensées jusqu'à notre prochaine exploration.